Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode du Camp de base. Le podcast, et moi du coup, avons besoin de vous pour continuer de faire croître les écoutes. Si tu aimes le podcast, partage-le à ton entourage par SMS, mail ou sur les réseaux sociaux. Abonne-toi à la newsletter et si tu en as l'occasion, n'hésite pas à me soutenir pour le prix d'un café par mois sur la plateforme Patreon. Tous les soutiens sont évidemment précieux. J'en profite aussi pour souhaiter un très joyeux anniversaire à ma maman qui ne loupe jamais l'écoute d'un seul épisode et qui fête son anniversaire en ce lundi 24 février. Aujourd'hui, on prend un aller simple pour le Népal et sans avion s'il vous plaît. Avec la sociologue et documentariste Anne-Benoît Janin, on va parler d'alpinisme et d'émancipation. Dans son film documentaire, comme dans le livre paru aux éditions Glénat, Les Népalaises de l'Everest, quand ascension rime avec émancipation, elle parle de l'alpinisme au féminin dans une société de caste où les inégalités sont bien présentes. Elle me raconte ses voyages, son travail, et ensemble, on brosse le portrait de ces Népalaises qui ont défié la gravité à la recherche d'un nouveau statut social. Bonne écoute! Bonjour Anne. Bonjour. Et merci beaucoup de venir dans le camp de base aujourd'hui, dans mon camp de base en plus. Charmant. Merci. Alors, la question que je pose à tous les invités et toutes les invitées du camp de base, c'est toujours la question de où est-ce que c'est à eux leur camp de base et il est composé de quoi. Mais en lisant votre livre dont on va parler aujourd'hui, je sais qu'en tant que documentariste, vous avez toujours une question fondamentale qui est comment est-ce que vous en êtes venu à faire l'Everest? Alors, je vais changer un peu la question du début du camp de base pour toi. Quel était ton Everest et comment est-ce que tu en es venu à le grimper? Mon Everest, c'est-à-dire mon sommet. Oui, ton sommet à toi. Dans ma vie, ouais, dans ta vie. Mon parcours, c'est le point culminant pour moi. C'est ça. C'est vrai que je pense qu'au niveau professionnel, c'est la documentation, faire des documentaires, parce que j'adore l'image, le son, la beauté, et que je trouve que par rapport à une réalisation, un documentaire réunit tous ces sens, que il manquerait plus que l'odorat, et ça serait parfait, le goût. Mais parfois, on a des odeurs de cuisine dans les documentaires. Et alors justement, tu es sociologue, comment est-ce que tu en es venu à faire du documentaire ? Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'études. Je dois avoir, je sais pas combien de mètres cubes de dossiers rédigés. Et quand je faisais attention à ce que je rédigeais, j'étais assez bavarde par écrit. Je me suis rendu compte que je publiais des choses et qu'elles étaient très très peu lues. Les gens feuilletaient, mais voilà. Et j'ai très vite réalisé que l'image avait un impact beaucoup plus fort et avait un rendu qui collait plus à mon intention. Moi, mon slogan, c'était écouter pour faire entendre. Et si les gens n'écoutaient pas ce que je voulais leur faire entendre, ça me frustrait. Donc j'ai fait des films et je me suis bien vite rendu compte avec des petites vidéos. Je faisais des études sociologiques dans les quartiers. Si je faisais un film dans un quartier, ça avait beaucoup plus d'impact que si je rendrais un rapport d'études de 40, 50, 100 pages. Ok, d'accord. Et alors, tu es sociologue, ça veut dire quoi être sociologue de terrain, parce que tu rajoutes toujours ça. Tout à fait, parce que pour moi c'est très important, je suis pas chercheuse. En fait, j'utilise les outils de la sociologie et j'ai une démarche particulière. C'est-à-dire j'ai une attention par rapport au public dont je m'occupe, donc qui m'intéresse, et j'ai aussi une façon de faire. Donc, comme tu l'as dit, je demande toujours à la personne de dérouler sa biographie de vie, c'est-à-dire à un moment, je pose une question qui lui permet en fait après d'aller toute seule et c'est pas moi qui vais aller chercher les réponses. Elle me les apporte naturellement. Souvent, je relance un tout petit peu, ça suffit pour avoir une richesse de contenu très importante. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai interviewé ces femmes au Népal. C'est hyper intéressant parce que justement, l'interview journalistique versus se raconter, donc c'est vraiment très différent pour toi finalement. Ah oui. Mais vraiment, je pense que cette petite question de renouer la personne, de relier la personne à son parcours de vie, tout de suite, elle se sent chez elle, elle se sent en confiance. Et ce que j'appelle, moi, la sincérité, l'authenticité, c'est quand la personne elle-même découvre ce qu'elle est en train de dire. Si elle me fait une réponse un peu toute faite et un peu préparée à l'avance, ça n'a plus le même sens du tout pour moi. Alors que quand elle-même me dit quelque chose qu'elle avait peut-être même pas pensé avant, ou peut-être c'était nébuleuse dans sa tête et qu'elle, d'un seul coup, elle le formule, pour moi, c'est gagné. Tu as répondu en partie, mais en quoi la vidéo, elle peut être bénéfique pour le travail de terrain au-delà
de la réception pour le public. Et tu vois, par exemple, moi, quand je vais sur le terrain avec un micro, je trouve que les gens se ferment assez rapidement dans le sens où c'est compliqué pour eux de parler devant un micro, ils savent qu'ils sont enregistrés. Est-ce que c'est la même chose avec la caméra, tu vois, ce gros œil qui les regarde? Alors, déjà, quand je faisais une interview, moi, avant de faire une caméra, j'écrivais, et du coup, mon regard ne portait plus sur la personne. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel que pour dégager la personne du regard de l'autre, justement, d'être en train d'écrire. Et du coup, la personne m'oubliait. Pour moi, l'interview la mieux qui existe, c'est l'interview au téléphone. Parce que là, la personne, elle oublie carrément. Elle est chez elle, elle est pas regardée, et elle est beaucoup plus libre. Donc c'est vrai que la caméra, c'est un vrai souci. Mais moi, en fait, j'avais une façon de faire. Ma caméra était au niveau de mon plexus. Ok. Et du coup, je regardais la personne, et donc on est rentré dans une connivence, une discussion, on avait un échange. Et en fait, mon regard, c'était ma caméra, mais j'arrivais à la faire oublier comme ça très vite. D'accord. Par contre, par exemple, quand on a fait le documentaire au Népal, j'ai eu un caméraman. Par chance, c'était la première fois de ma vie que j'avais un caméraman professionnel, preneur de son, et qui, en fait, lui, me demandait d'être à distance de la personne que j'interviewais parce qu'il avait un champ qu'il voulait, il y a un cadrage qu'il voulait, il fallait que, voilà. Et moi, ça me dérangeait. Voilà. C'est pas ma façon de faire, mais bon, je trouve qu'on arrive quand même puis en plus, il y avait du monde autour. Voilà, il y avait une mise en scène qui fait que la personne est certainement moins à l'aise. C'est pas les pratiques que j'ai moi. Moi, je suis plutôt dans l'intimité, comme tu fais là. On est toutes les deux dans la cuisine. Donc du coup, c'est un côté, on oublie vite. On parle comme si on se connaissait, ou comme un échange normal, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un exercice plus cadré et contraint. C'est pas mon style à moi, normalement. Aujourd'hui, on va parler des Népalaises de l'Everest quand ascension rime avec émancipation. Et tu as aussi fait un film, Les Belles Envolées, qui en fait sont le prémisse de ce livre, puisque les deux fonctionnent ensemble. Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de ce projet? Pourquoi est-ce que tu choisis de partir au Népal? Moi, ce qui m'a frappée, c'est que en sociologue, tu vas chercher des études. En tout cas, tu nous prends un peu par la main dans ce livre en nous expliquant comment est-ce que tu en viens à travailler sur ces Népalaises de l'Everest, parce que parler de l'émancipation féminine au Népal, c'est déjà peut-être trop tôt. Et en plus, les chiffres sur les femmes et la montagne en Népal sont... Et en général. sont un peu... Ouais, c'est toujours bien de resituer les chiffres. Je trouve ça dit long. Tout à D'ailleurs, fait. tu commences comme ça ton ouvrage. Ouais, il y a un moment, les chiffres, c'est tangible, quoi. C'est factuel. Voilà, ça parle énormément. Et puis, je pense qu'il faut parler de plusieurs manières. Un témoignage, c'est une chose, mais les chiffres rendent compte de choses qui nous permettent d'aller voir plus loin. Parce que quand on va au Népal, quand on se balade au Népal, moi, je fais pas de montagne, je suis pas allée au sommet de l'Everest, évidemment. Mon maximum, c'est 6000 mètres. Mais bon, on est touriste. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Voilà, mais on est touriste et du coup, on voit les choses qu'on veut bien nous montrer en tant que touriste. Et c'est ce qui m'intéressait justement d'aller rencontrer des femmes, parce que ça permettait de rentrer dans une société d'une manière différente. Pas qu'en tant qu'randonneur, mais en tant que femme. Avec la problématique de femme. Et j'en suis venue en fait à travailler cette question, à ce projet de film, parce que je vais au Népal depuis 2000, pratiquement 2001. Et j'accompagnais mon conjoint, et en fait j'y allais plutôt en tant que touriste. Et puis finalement, comme je suis quelqu'un qui fait parallèlement professionnellement beaucoup de choses sur les personnes qui sont souvent peu visibles dans la société, donc les jeunes, les femmes et les personnes socialement défavorisées. Donc du coup, j'avais beaucoup traité la question des femmes au milieu rural, parce qu'elles ont une importance la question des femmes, c'est que souvent elles font des choses très importantes, mais qui comptent dans la société, mais elles se font peu voir, et elles abandonnent très vite quand elles prennent de l'importance. Donc, les femmes en milieu rural, par exemple, sont capitales dans les campagnes, parce que s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de... Voilà. Donc, du coup, comme il y a peu de travail pour elles, elles ont développé beaucoup d'activités comme le soin par les plantes, des savons, le bio, les glaces avec des fruits, machin, etc. Tout ce qu'on connaît, un peu cliché. Et dès que ça prend un peu d'importance, c'est des hommes qui reprennent l'affaire. Donc, j'ai fait beaucoup de sujets là-dessus. Et quand je suis allée au Népal,
Au début, je regardais les femmes plutôt dans le côté, leur côté plutôt charmant. Elles sont joyeuses, c'est très coloré. Moi, j'adore les couleurs. Elles rient. Elles sont souvent avec leur sari, parce qu'au début, ça a beaucoup changé. En 20 ans, ça a beaucoup changé. Elles étaient beaucoup en sari au début. Et maintenant, elles sont en leggings avec des tuniques ou en leggings tout court, avec des t-shirts. Mais du coup, c'est quand même chatoyant, ça grouille. Moi, j'étais aux anges là-bas, j'adore. Et au cours d'un trek au Mustang, notamment celui-là qui était plus éloigné, moins touristique, dans une contrée très pauvre, j'ai commencé à me dire, mais ces femmes, elles travaillent énormément et je voyais pas les hommes. Et c'est là que l'idée de faire un travail sur les femmes au Népal m'est venue. Et après, donc, je suis rentrée dans le dur, c'est-à-dire j'ai eu un contact avec une photographe qui avait fait un sujet une exposition qui s'appelle Le Népal, le pays qui aime pas les femmes. Pour moi, ça m'a fait un choc. Tu écris ton incompréhension dans ce livre. Voilà. Tu dis, waouh, la première fois que j'ai la connaissance de cette exposition, je me dis, waouh, mais pourquoi ? D'ailleurs, elle m'a même mise en danger, cette femme, en me disant, attention, va pas trop fouiller parce que ça peut être dangereux pour toi. Bon, donc, j'ai d'un seul coup découvert une facette du Népal qui n'était pas du tout celle que j'imaginais. Ouais. Et puis, j'avais aussi la femme d'un ami qui était népalaise et qui parlait français. Donc, d'un seul coup, je me suis dit, c'était une belle porte pour aller au Népal et l'interviewer. Et il se trouve que cette femme, ce couple s'est séparé, qu'après, elle a plus voulu parler vraiment de son histoire à elle, mais je l'ai quand même interviewée dans le film, mais je l'ai surtout dans le livre. Dans le film, c'était pas possible, donc dans le livre, j'ai vraiment pu lui donner une place. C'est quelle personne ? C'est Donzi. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, et en plus, elle est très discrète. Oui, très discrète, et puis elle a un discours qui est pas du tout le même que c'est les Népalaises qui font de la montagne. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est quand même une Sherpa qui est née dans le Khumbu, donc la vallée de l'Everest, qui a vraiment côtoyé les alpinistes et qui était assez énervée finalement par ces femmes qui font de la montagne. Oui, exactement, et qui comprend pas. Elle comprend pas, ouais. Et puis c'est culturel aussi. Alors elle est libérée, cette femme. Je veux dire, elle n'a pas du tout le poids de cette culture parce elle était mariée avec un Français, donc elle est venue en France, elle a vu des tas de choses, elle a eu une vie de femme moderne. Et dans ce pays qui est le Népal, donc qui est au nord de l'Inde et au sud du Tibet, qui est vraiment enclavé entre ces deux pays, moi j'ai été très surprise d'apprendre dans ton livre que le système de caste disparaît en 1963, mais que finalement les castes sont encore bien présentes et qu'il y a des communautés, des ethnies différentes en fonction des régions. Alors je le vois justement avec le parcours de la journaliste qui raconte que quand elle arrive à la télé la première fois, elle maîtrise pas très bien le népalais. Ah, c'est Doma. Oui, parce qu'elle est Sherpani, elle. Exactement. Et donc elle maîtrise pas bien la langue et que le poids de ces multiples langues qui sont le reflet d'une culture, d'une démocratie particulière sur un territoire particulier, leur pose des problèmes pour aller travailler à ces femmes qui ont déjà des problèmes pour y travailler, donc ça en rajoute un peu, c'est-à-dire que quand elles ont fait des études, elle c'est la première, elle aime à le dire, tu le dis dans ton livre, journaliste de son ethnie, Sherpa, à avoir terminé son master, à travailler en tant que journaliste, elle dit, quand j'arrive en fait à la télé pour la première fois, je parle pas très bien. C'est un obstacle, c'est un frein. La langue, et donc ça pose un énorme problème. Elle dit deux choses. Donc, elle dit déjà ça, que le problème de la langue, c'est un vrai souci parce qu'en fait, il y a plus de 60 ethnies. Donc, il y a des dialectes, il y a des langues différentes. Et le Sherpani c'est une ethnie et les Sherpas, c'est une ethnie, ils ont leur langue propre. Et qu'en fait, la télévision népalaise, ils parlent népalais. Et comme ils ne parlent pas toutes ces langues, et donc ils ont une vision très erronée de ces ethnies. Donc, elle a voulu faire le pont, justement, entre son ethnie, Sherpa et le népalais, donc c'est pour ça qu'elle a monté des chaînes propres pour les Sherpas, et après elle a dû apprendre le népalais et bien l'apprendre, bien le pratiquer pour être admise à la télévision népalaise. Et du coup représenter son ethnie et en même temps c'est très intéressant parce qu'ils sont très fiers de leur ethnie. Ils sont donc, à part deux, elles sont toutes venues en costume et elles sont vraiment en représentation de leur ethnie. Ils sont très différents en plus, ça n'a rien à voir. Un costume Sherpa n'a rien à voir avec Kalpana, celui de Kalpana, ou plus Kalpana, c'est les Newars. Donc ils ont vraiment un costume très particulier, et avec ceux qui sont plus hindouistes. Et là, c'est plus Sari, celui qu'on connaît. Ce qui m'a frappé aussi quand on parle de chiffres, c'est
le nombre de suicides chez les femmes de 16 à 49 ans Ouais, au Népal. c'est la première cause de mortalité. Ouais. Et en fait, cette étude a été faite grâce à la présidente de l'époque, qui était une femme, mais c'était une présidente, c'est les premiers ministres qui ont de l'importance, c'était plutôt une présidente de figuration, mais elle avait quand même un rôle, elle était féministe, et c'est elle qui a commandité cette étude. Donc oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que raconte aussi une Française qui travaillait là-bas au Népal à l'époque, dans une association pour la protection des femmes, c'est qu'en fait, une femme là-bas n'est rien si elle n'a pas une carte d'identité. Et ça dépend de la famille. Et dans les campagnes, ils le font pas beaucoup. Ils le font pour les garçons, mais pas pour les femmes. Donc elles n'héritent pas. Elles ne sont rien. Parce qu'elles ne seront que la fille d'eux ou la femme d'eux. Donc là, vraiment, c'est un souci. C'est grave. Et puis, il y a aussi la prostitution qui émerge de plus en plus. Dans les villes, et notamment à Katmandou. Pas que dans les villes. En marge de la capitale. Il y a pas beaucoup. Le tourisme sexuel n'existe pas trop à Katmandou, apparemment. D'accord. C'est plus le tourisme avec les locaux. Ouais. Voilà. Et il y en a surtout beaucoup qui sont envoyés à l'extérieur du en Népal. Inde, notamment, énormément. Il y a des bordels de Népalaises. C'est un peu des petites filles qui sont, entre guillemets, vendues, où on pense, il y a qui viennent, qui leur disent, qui leur font miroiter quelque chose. Et on voit, elles sont un peu crédules. Elles voient un étranger qui arrive, qui a un peu d'argent, etc. Et je voyais bien quand le caméraman les filmait, les adolescentes, elles sont toutes là, elles ont des étoiles dans les yeux en disant que c'est un avenir merveilleux, qui leur est promis et qu'ils allaient sortir de la campagne où elles n'ont pas d'avenir, en fait. Et j'étais extrêmement surprise quand on va dans la vallée du Khumbu. Il y a des Sherpani qui sont là, qui ont l'air bien dans leur travail. Et en fait, elles rêvent toutes d'aller à Katmandou. Et moi, je leur dis, mais on se rend pas compte, elles sont dans un environnement magnifique avec une qualité de vie énorme, et elles vont à Katmandou qui est quand même une ville extrêmement sale, qui est poussiéreuse, polluée, et elles vont vivre dans quelles conditions à Katmandou, quoi. Mais bon, c'est toujours les étoiles qui les font briller, la ville fait briller. La ville fait briller. Après, tu racontais tout de même que dans les campagnes, il y a une maison avec un premier étage où on fait tout. Alors, j'ai de la chance parce qu'ils sont très... ils nous invitent facilement à rentrer chez eux. C'est quand même assez étonnant. Et à un moment, je suis rentrée dans une masure, ce qu'on appelle une masure. C'est vraiment une maison de pierre en tôle. Et là, il n'y a qu'une pièce, il n'y a même pas d'étage. Une pièce, on fait la cuisine, il y a une télévision. Et là, il y avait 2 lits. Un lit à 2 places et un lit un peu plus grand. Et ils sont à 5 dedans. Donc il y a... Je ne sais pas qui étaient ces 5 personnes. Mais ils dorment tous ensemble, il n'y a pas d'intimité. Comment on peut se construire sans intimité ? Ça m'a vraiment interpellée. Pour une femme, pour la sexualité, pour être tout seul, quoi. C'est vraiment des gens qui vivent ensemble. Se développer psychologiquement et moralement, mentalement. Sachant qu'en plus, quand on est marié, on va dans sa belle famille. Donc on va vivre dans la même pièce. Peut-être que son beau-père, son frère... C'est spécial, hein. Ouais. Et une personne, celle que j'ai interviewée, qui me racontait une coutume, c'est, par exemple, quand elle se marie, la jeune fille doit boire l'eau dans laquelle son beau-père s'est lavé les pieds pour montrer qu'elle est vraiment soumise à son beau-père. Kalpana, par exemple, quand son beau-père était hospitalisé, là-bas, quand on est à l'hôpital, on ne vous nourrit pas. C'est la famille qui amène à manger. Donc, c'est elle qui allait le nourrir à midi et soir. Donc, ça lui rajoutait un temps de travail dans la journée énorme. Alors, dans donc, ce livre, tu fais le portrait, on peut dire ça comme ça, de 9 de ces femmes qui ont fait l'Everest. Oui. Et elles n'ont pas fait que l'Everest. Il y en a certaines qui ont fait le K2. Oui, il y en a qui sont guides. Il y en a qui sont guides, qui se sont mis à l'escalade du jour au lendemain alors qu'elles étaient journalistes, parce qu'elles avaient envie. Elles avaient envie de quoi, en fait ? Alors, c'est très différent. Je pense que, par exemple, Doma, Sherpa, alors, elles sont toutes, de toute façon... C'est systématique, même dans plein de niveaux. Elles avaient envie de changer de statut. Donc quand on part dans un projet comme ça, on croit que c'est un projet d'amour pour la montagne, peut-être. Mais c'est aussi parce qu'on a envie de changer de statut. Et ça marche. Ça marche. Les Népalaises qui font l'Everest, leur vie change. Donc c'est ce qui, à mon avis, les anime en premier. Mais par contre, c'est pas forcément la montagne au début qui les anime. Il y en a une personne comme Dawa. Elle, oui, parce qu'elle est née dans ce milieu-là, c'est sa culture, donc elle a eu envie d'y aller. Mais quelqu'un comme Shelly Basnet, elle est pas du tout animée par la montagne, pas plus que ça. Elle habite Katmandou, et en fait, on vient la chercher, et là, c'est le challenge qui lui plaît, parce qu'elles ont toutes quand même ce côté un petit peu rebelle.
à leur manière, de manière très différente d'ailleurs. Mais elles ont un côté, ce que je dis qu'il faut jamais dire, garçons manqués certaines, voilà, qui vont faire du vélo alors que c'est interdit aux femmes, qui vont faire des sports alors que c'est interdit aux femmes, et d'autres qui, au contraire, cultivent leur féminité, leur côté bien caricatural féminin, mais qui vont quand même aller faire des choses qui sont interdites aux femmes. Et elles ont toutes une personnalité bien différente. Ah ouais, très très différente. Tu ouvres ce livre avec Pasang, Lamou Sherpa. Lamou Sherpa. La première qui est montée sur l'Everest. Donc elle est née au milieu des années 50, Ouais. Pasang. Elle a fait une tentative en 91, en 92 et elle atteint le sommet de l'Everest en 1993. Elle fait 4 fois. 4 fois, donc 90, 91, 92 et elle y arrive en 93. Ouais. Malheureusement, elle ne redescendra jamais. Donc elle n'est pas considérée comme avoir fait le sommet, parce qu'il faut descendre, il faut arriver en bas vivant pour être considérée comme un sommiteur. Mais au Népal, elle est considérée comme une héroïne parce que c'est la première népalaise à avoir fait l'Everest. Et pour autant, on lui a mis des bâtons dans les roues. Complètement. Au début des années 90. On l'a reconnue après, une fois qu'elle a réussi le sommet. Mais avant, elle a été considérée comme une étrangère. On lui a fait payer comme une étrangère. Il faut savoir que, par exemple, une Népalaise qui veut faire l'Everest, ça doit lui coûter peut-être 3 000 €. Un étranger entre 60 000 et 100 000 €. Donc, quand elle a voulu faire l'Everest, le ticket pour rentrer, ce qu'on appelle une sorte de passeport, c'était très cher pour elle. C'était très, très cher. Et d'ailleurs, le gouvernement, en voyant qu'ils avaient fait l'erreur, ont voulu rembourser son mari. Mais son mari a refusé. Qui a refusé. Ouais. Mais il a refusé la somme, symboliquement, c'était trop tard. Et cette personne, donc elle en encourage d'autres, même après sa mort. En fait, il y a une statue d'elle à Katmandou, ce qui est très rare d'avoir une statue d'homme. Ces statues sont des dieux là-bas. Ouais. Donc c'est très rare d'avoir une statue d'individu à part les rois. Donc je crois que c'est une des rares statues de personnes au Népal, donc qui trône dans un carrefour très bruyant, très sale, très gris, etc. Mais bon, elle est là, dans son costume Sherpa. Et après, il y a eu beaucoup de reconnaissance, de célébrations autour d'elle. On lui donnait des noms de riz, de timbres, de montagnes, etc. Mais surtout, elle est dans les livres scolaires. Oui. Et ça, c'est très important parce que les petites filles l'apprennent. Entendent parler d'elle. Après, il y a Lakpa Sherpa, qui est la première. Hein, alors, c'est la première qui est descendue. Qui est redescendue. Alors maintenant, il y a eu un film de fait sur elle. Mais moi, quand je l'ai rencontrée, c'était une illustre inconnue. Enfin, personne... elle détenait le titre de record, celle qui avait fait le plus de fois l'Everest, 9 fois. Maintenant, je crois qu'elle l'a fait 11 ou 12 fois. Elle continue. Jusqu'au quand je ne sais pas, parce qu'elle a quand même un certain âge maintenant. Mais bon, jusqu'à 70 ans, on peut faire l'Everest. Hein. Elle est étonnante parce qu'elle elle a une simplicité, comme beaucoup. Hein. Mais ils sont très fiers d'être dans le Guinness Record. Alors, son frère, il a tous les Guinness Records dans lesquels elle apparaît, sa petite sœur, lui, etc. Parce que sa petite sœur était la plus jeune, lui, c'était le trio familial, c'était, voilà. Donc, il y a toujours ils détiennent toujours des records de les premiers. Et donc, elle est femme de ménage ou nurse aux États-Unis, ou elle a fait plusieurs petits boulots aux États-Unis. Et chaque année, elle revient faire l'Everest. Ouais. Elle vit 10 mois par an, en fait, dans le Connecticut. C'est ça, ouais. Puisqu'elle s'est séparée de son mari roumain. C'est ce que tu expliques. Ouais. Qui a fui, la Roumanie, sous Ceausescu. Et elle dit que c'est l'ombre de Pasang Lamou Sherpa. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la religion bouddhiste, les personnes que tu as rencontrées, est-ce que parfois ils sont frappés comme ça d'une espèce d'illumination? Parce qu'elle dit, je vois son corps étendu chez elle. Elle est chez elle alors qu'elle ne connaît pas la famille. Elle est à côté de ce corps et elle sent une énergie qui lui dit... Il faut que tu fasses l'Everest. Ça, c'est assez unique à elle, je pense. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui lui est arrivé, qui est très personnel. Après, ils ont des croyances, beaucoup. Il y a des vaudous, ils soignent toujours avec des méthodes un peu traditionnelles, un peu mystérieuses. Mais de quoi elle a vraiment eu quelque chose qui est bizarre, qui est presque pas de la sorcellerie, mais elle a vraiment eu, quand elle a vu le corps par hasard, de Pasang Lamou Sherpa, parce que là-bas, elle était montrée, tout le monde défilait comme c'était un peu une déesse, tout le monde venait la voir, et donc elle a eu une sorte d'illumination, et elle a senti qu'en fait, Pasang Lamou Sherpa lui confiait la mission d'y aller. Ouais. Et donc elle se fait une sorte de similitude entre son parcours à elle et celle de Sherpa, Pasang Lamou Sherpa, comme quoi elle aurait divorcé, ce qui n'est pas vrai parce que Pasang Lamou Sherpa n'a pas divorcé, elle a juste fui un mariage forcé, ses parents voulaient la marier, elle s'est dit, donc elle a épousé son âme, alors que Lakpa Sherpa, elle a vraiment divorcé, et donc elle a un garçon, une fille pareille, voilà, donc elle a l'impression que c'est la réincarnation. C'est ça. Bon, ils sont bouddhistes.
Donc, ils ont une croyance aussi qui nous échappe à nous. Oui. Voilà. Mais c'est propre à elle, ça. C'est vraiment, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a raconté une chose pareille au Népal. Et puis, elle l'a vraiment raconté de manière spontanée. Là, encore une fois, je pense que elle était dedans, quoi. Elle le revivait, et elle avait l'occasion de le dire et de le raconter. Je pense que maintenant, ça devient quelque chose de connu. Mais à l'époque, c'était un peu une première qu'elle raconte ça. Complètement. Après, il y a aussi cette femme qui a le même nom que Pasang Lamou Sherpa Akita. Son nom de famille. Reprendre le nom de famille de son mari japonais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Sherpas, ils ont à peu près tous les mêmes noms. Ils s'appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, c'est Pasang, Sonam, etc. Donc, ils s'appellent tous... ils s'appellent tous Sherpa aussi. Donc, c'est aussi féminin, masculin. Donc, c'est assez compliqué de les distinguer. Donc, dès qu'ils se marient, ils rajoutent le nom de leur mari ou de leur village aussi. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Pasang Lamou Sherpa Akita, qui est un japonais qu'elle a épousé, qui fait du shiatsu, qui est d'une douceur incroyable. C'était étonnant de les voir tous les deux. Est-ce que ces émancipations par la montagne, elles leur apportent des choses dans leur vie professionnelle et personnelle? Dans le film, je te pose cette question parce que dans le film, tu fais des portraits de ces femmes, on voit l'année à laquelle elles ont réussi l'Everest. Est-ce que tu as l'impression qu'elles divorcent autant que les autres népalaises? Est-ce que tu as l'impression qu'elles ont le même statut marital, le même nombre d'enfants? Alors, elles ne sont pas du tout représentatives de la société népalaise. Oui. Il n'y en a qu'une qui est mariée avec un Népalais, c'est Kalpana, et qui vit avec son mari et qui a entraîné son mari dans son aventure. Donc c'est amusant parce qu'on est allé les voir, on est allé au Népal il y a 2-3 ans, et donc ils nous ont fait toute une cérémonie, et c'est elle qui tient qui tient les rênes, comme on dit, parce que mais lui est actif aussi, il a un métier, mais ils sont tout tournés vers la montagne, alors que c'était pas du tout leur destinée, parce qu'en étant Newar, ils sont de la plaine, et donc ils font beaucoup d'activités sportives. Elle fait encore de l'escalade, elle a vraiment une mission, enfin le point commun entre toutes ces femmes, c'est que le fait d'avoir fait l'Everest a changé leur parcours professionnel. Mais attention, c'est un peu trompeur. Je me suis un peu aussi laissée avoir par cette image où on fait l'Everest, on est devenu vedette, etc. Parce que Doma Sherpa, par exemple, qui était celle qu'on m'a présentée pratiquement en premier, on m'a présentée comme une star au Népal, qui était grande, une prestance, du charme, très élégante, les sourcils bien dessinés, toujours du rouge à lèvres. Elles ont toujours beaucoup de rouge à lèvres, les Népalaises. Et les ongles faits, enfin voilà, mais ça aussi, elles ont beaucoup de vernis à ongles, c'est drôle. Et je pensais qu'elle avait un avenir très fort au Népal, parce qu'elle avait carrément une société de production, elle était journaliste, elle était invitée souvent. Et en fait, après, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le Covid. Et le Covid, ça a marqué quelque chose de particulier. Elle s'est en plus engagée en politique. Et je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle a fui le Népal. Donc moi qui la sentais très protégée, je pense que c'était très compliqué pour elle. C'est la seule qui a divorcé avant d'avoir fait l'Everest. Donc c'était quand même quelqu'un qui était très puissant au niveau de son autonomie, qui avait vraiment une force, une volonté d'être autonome et de faire ce qu'elle voulait, qui était très fort. Et en fait, même si on a fait l'Everest, qu'on est quelqu'un de connu, le Népal c'est compliqué. Il y a un peu, entre guillemets, de la mafia, c'est une société très particulière, et quand on rentre à l'intérieur, c'est encore plus compliqué si on veut aller dans les méandres politiques. C'est pas simple. Là, je suis pas allée jusque-là. Mais par contre, c'est la seule qui a divorcé, c'est la seule qui a quitté le Népal, qui a fui le Népal. Pour moi, elle a fui le Népal. J'ai très peu de nouvelles d'elle depuis. Quand je lui demande si ça va, elle me dit ça va, et vous, vous me manquez, c'est tout ce qu'elle dit. Mais ça, c'est une formule qu'ils ont toujours. Et voilà, ça s'arrête là. Je l'ai vue en France, elle est venue, elle avait un mariage, elle devait se marier avec un Tibétain qui était réfugié. Elle le connaissait pas, c'était un mariage un peu arrangé. Ça s'est mal passé, elle est retournée chez elle. Enfin voilà, c'est compliqué. On croit que ces femmes sont libérées parce qu'elles ont un appartement, elles ont un salaire, mais il y a un poids énorme de la société qui est beaucoup plus fort qu'une femme qui divorce en France, par exemple. Ça n'a rien à voir. Alors du coup, comment est-ce qu'on mesure les émancipations par la montagne quand c'est comme ça? Alors, celles qui sont émancipées, c'est celles qui travaillent à l'étranger, qui sont guides et qui sont 6 mois de l'année aux États-Unis, 6 mois de l'année où elles sont toutes mariées ou pas, mais elles sont mariées la plupart du temps avec un alpiniste. Et du coup, elles font ce qu'elles veulent. D'accord. Voilà. Elles sont pas du tout contraintes par leur mari. Au contraire, il y en a une qui dit c'est bien facile si on se marie avec un alpiniste qui a les mêmes passions qui en plus étranger, qui a les mêmes passions que toi, c'est facile de faire de la montagne. Sinon, Machali, elle est mariée aussi avec un étranger.
Oui. Et je pensais pas au départ, je pensais qu'elle était mariée avec un Népalais. C'est pareil, quand elle s'est mariée, tout le monde a dit, mais tu vas arrêter de faire de la montagne, c'est plus possible, t'as un enfant, tu vas avoir un enfant, t'as des responsabilités. Et ben non, je veux dire, il faut, si elles ont un métier, un salaire, et qu'elles travaillent avec l'étranger, là, elles sont autonomes. C'est vraiment ce qui garantit leur autonomie. D'accord. La seule personne qui est mariée, avec un Népalais qui est journaliste et c'est Kalpana. C'est Kalpana. Et Kalpana, en plus, elle raconte les tâches ménagères. Oui. Alors au départ, en fait, elle est journaliste. Ouais. Et parce qu'au départ, elle a gagné un concours de poésie. Ils sont très fans de poésie, voilà. Et donc c'est ce qui lui permet d'accéder à un monde d'écriture. Ouais. Et elle se distingue très vite dans son ethnie. Elle est mal regardée. Tu vas faire fuir les amis, tu te marieras jamais, tout ce qu'on peut dire comme ça. Mais elle se marie et elle continue à faire un peu d'escalade. Et un jour, elle part avec un groupe de journalistes, et là, elle se dit, mais enfin, comment ça se fait? Ce sont les journalistes, nous, népalais, on fait toujours des interviews sur ceux qui font de la montagne, les étrangers, surtout les étrangers qui font de la montagne, mais nous, on ne va jamais, journaliste ne va jamais faire de la montagne. Donc là, elle se met à se dire, pourquoi on n'irait pas à faire l'Everest, nous aussi, et faire des journalistes, et pas laisser cette place-là aux autres. Et c'est comme ça qu'elle commence à faire de la montagne, mais elle a une mauvaise expérience à ce moment-là parce qu'elle tombe dans un coma, parce qu'elle a le mal des montagnes. Ouais. Parce que quand on va d'altitude, au-delà de 4000 mètres, on peut avoir le mal des montagnes même avant. C'est-à-dire on a une mauvaise oxygénation, on a de l'eau dans le cerveau et de l'eau dans les poumons. Donc c'est un œdème pulmonaire ou cérébral. Et là, on peut mourir tout de suite. Donc il faut vite redescendre. Donc elle est dans le coma, elle passe plusieurs jours à l'hôpital. Et là, elle se dit, mais c'est comme si elle avait été protégée. Donc là encore, une sorte de croyance... que nous aussi on pourrait avoir. Elle se dit, bah là c'est un signe. là si c'est ça, c'est que Dieu, c'est que on me donne une deuxième chance. Et elle repart faire l'Everest. Mais alors là, toute sa famille lui dit, t'es inconsciente, il est hors de question que tu fasses ça, t'as des responsabilités, maintenant t'es mère, etc. Et elle le fait en cachette. Donc elle va s'entraîner en cachette. Et alors là, elle raconte tout le parcours, comment elle va faire une formation d'alpinisme à 4h du matin. C'est ça, voilà. À 4h du matin. Et puis une fois qu'elle a fini tout ce qu'elle a à faire dans la journée, elle peut aller à sa formation. Quoi. C'est ça. Et puis après, elle part et elle le dit seulement à sa famille, elle appelle sa famille, et elle dit, là, je repars faire l'Everest. Oui. Oui, elle dit pas à son mari qu'elle va partir, elle l'appelle de loin, quoi. Et alors là, quand elle dit, je sais plus comment on dit, mentir, Aïli, enfin... Je l'ai menti. Voilà, j'ai menti. Et là, elle explose de rire, quoi. Ça l'amuse de rire, de dire, j'ai menti à ma famille. Ouais. Elle dit ça, on sent qu'elle a quelque chose de jubilatoire, c'est quelque chose de jubilatoire pour elle. En combien de temps t'as fait toutes ces interviews et ce travail, justement, de collecte de données Alors, il y a deux choses. Il n'y a pas Sanglamou Sherpa, ça c'est en dehors, j'ai interviewé la famille. Mais sinon, je suis allée 10 jours au Népal. J'avais tout préparé, les interviews, les contacts que j'avais avec ces femmes. J'ai été très aidée par Sonam Sherpa et son fils, qui nous ont donné facilité les contacts pour trouver les lieux et nous accompagner dans Katmandou, parce que c'est même pas 10 jours, parce que on est parti 10 jours, mais on est resté 5 jours à Katmandou, et on est parti dans la montagne filmer aussi les femmes dans la montagne. Et donc c'était très très court, mais donc on a vu une organisation top de gamme. Je me suis régalée. C'était un tournage délicieux. Franchement, j'en garde un excellent souvenir. Et tu y allais une première fois pour délayer un peu le... Pas du tout. Je suis allée une première fois, et c'est là où j'ai la chance de rencontrer Lakpa Sherpa. Donc j'ai filmé, et là je me dis, et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font l'Everest? Et c'est là où ça fait boule de neige, et je suis allée voir sur internet. Sona m'a donné aussi des contacts, et c'était très très facile comme tournage. C'était en temps record avec des très 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 petits moyens. Et l'écriture de ce livre? Alors l'écriture de ce livre, c'est drôle parce que du coup c'était pendant le Covid. Je l'ai beaucoup écrit pendant le Covid. Donc c'était au départ j'ai eu un peu peur parce que c'était pas autant écrire des rapports. Je savais faire, mais là, je voulais pas faire un rapport, je voulais que ce soit vivant. Et en fait, c'est un petit peu... Comme j'ai pris beaucoup de notes, j'ai pris mes notes et j'ai été compléter tout ce que j'avais comme matière que j'avais recueilli moi-même par des nouveaux contacts, des échanges mails avec ces Népalaises, des articles qui avaient déjà été écrits sur elles, et donc j'ai tout remonté. Et puis il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dans le film, qui y avait dans les interviews aussi que j'avais. Donc et c'était finalement assez facile et assez agréable pour moi d'écrire ce livre. En tout cas, ça se lit facilement. Et j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est pas un domaine qui est très connu, que tu termines par le théâtre action, en fait. Oui.
c'est une forme d'émancipation par le théâtre Ouais. où tu fais une sorte d'ouverture en fait sur ok, il y a la montagne, mais il y a aussi une forme artistique qui est le théâtre, Ouais. qui permet à ces femmes, par le biais de Lise Landrin. Lise Landrin. Lise Landrin, Qui est sociologue aussi, géographe. et qui est au Népal et qui fait des ateliers de théâtre avec ces femmes et voilà, qui échangent autour de la culture par ce biais-là. En fait, c'est aussi elle qui donne deux éclairages particuliers dans le film et dans le livre. C'est qu'en fait, les femmes... le théâtre permet toujours de révéler des choses particulières, le théâtre action notamment, et on se rend compte très vite que être femme c'est compliqué, mais être la caste c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que ces femmes dans ce village, elles peuvent pas aller chez elles, elles se rencontrent pas entre elles parce qu'elles sont pas de la même caste. Et donc les femmes ne se rencontrent pas, elles n'ont pas de lieu de rencontre. Mmh. Elles vont pas aller chez l'autre pour discuter, elles se rencontrent au champ parce qu'ils font souvent le travail au champ ensemble, en lavant le linge, mais ils vont pas aller discuter chez elles un petit autour d'une tasse de thé. Ça se fait pas. Ils restent en famille. La famille, c'est la famille, mais après ils vont se rencontrer à l'extérieur. Donc le phénomène de caste dans les campagnes est extrêmement puissant. Et ça freine énormément à l'autonomie parce que du coup, on peut pas, si on n'est pas d'une bonne caste, on peut pas faire d'études, on fera pas des grandes études, on pourra pas s'émanciper de la même façon. Il n'y a pas ce système de caste chez les Sherpas, par exemple. Voilà. Et Lise Landrin aussi, elle éveille sur autre chose, c'est qu'il y a cette tradition Chopadi qui est en fait les femmes qui peuvent pas, qui ont leurs règles. Plus elles avancent en âge, moi c'est fort, mais quand elles sont leurs premières règles, on les isole complètement de leur famille, on les met dans des petites huttes et c'est assez dangereux parce qu'il y a des serpents, des tigres, il y a beaucoup de gens qui meurent, même des éléphants. Les rhinocéros aussi les serpents sont une source de mortalité au Népal importante. Et du coup, elles sont mises en danger dans ces huttes. Et puis elles se lavent pas, elles sont rejetées quand même, elles sont considérées comme sales. Elles doivent pas toucher l'eau, pas toucher à manger, donc c'est très très compliqué. Et alors, ce qu'elle dit, Lise Landrin, pour revenir à ses propos, c'est qu'en fait, on est choqué par ces traditions, mais en fait, nous aussi, on est victime de traditions. C'est pas cet terme victime. On est contraint par des traditions qui sont très fortes et on n'imagine pas comme ça pèse sur notre projet de vie et notre façon de vivre. Je raconte toujours cette histoire de cette femme qui respectait pas cette coutume de Chopadi de pas faire ses prières, de faire la cuisine malgré etc. Qu'elle ait ses règles. Et en fait, son fils est mort. Mmh. Et alors là, tout le monde lui a dit, voilà, c'est de ta faute. Et ça, c'est horrible. Ouais. Cette peur, en fait, de responsabilité parce qu'on n'a pas fait les choses comme on dit de les faire, c'est extrêmement pesant, pas que par l'extérieur, mais par nous-mêmes. Mmh. Et c'est très très dur de rompre la tradition parce qu'on a l'impression qu'on va avoir le monde qui va s'abattre sur nous et la moindre chose qui nous arrive, on est un peu superstitieux. On se dit voilà, c'est à cause de ça. Voilà, et ça c'est ce poids. Elle parle de l'injonction à la beauté pour les femmes chez nous, c'est important. Aujourd'hui, on voit toutes les femmes qui ont des grands ongles. Je me dis mais moi qui ai un certain âge, qui suis pas dans cette mouvance-là de la mode, je me dis mais comment elles font pour faire pour faire ce que j'ai envie de faire quoi. Donc manuellement, moi je pourrais pas dessiner avec des ongles comme ça, par exemple. Donc voilà, il y en a qui ont vraiment des grands ongles. Bon, voilà, c'est à un moment c'est une mode, c'est une injonction à la beauté parce qu'il faut être mince, faut être on a des contraintes et les hommes ils ont aussi une injonction énorme, faut qu'ils soient forts, faut pas qu'ils pleurent, etc. On peut aller très très loin et bon maintenant ça change, on a l'impression que ça change, mais ça se durcit aussi, c'est compliqué puis on a le regard des autres, c'est très important et c'est pas nous on regarde la société en disant ils sont arriérés, mais on oublie de se regarder nous. Bien sûr. Et justement, c'est quand la première fois que toi t'es allée au Népal ? En 2002. En 2002, donc c'était il y a 22 ans. J'y suis allée en hiver, à Noël et au jour de l'an. Okay. Il fêtait Noël, il y avait des sapins de Noël au Népal. D'accord. Tu y es retournée ensuite combien de fois ? Je suis plus très bien 7 ou 8 fois. D'accord. En tout, j'y suis allée. Est-ce que Alors effectivement, tu le dis très bien dans ton livre, on a l'idée de cette culture népalaise avec ces gens qui sourient tout le temps. Il y a une espèce d'ambivalence dans le lien hommes-femmes où en fait t'as l'impression qu'ils sont très proches et finalement ils sont très éloignés par toutes ces règles religieuses. Il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il y a des parties du bouddhisme qui sont pas du tout féministes, mais comme dans toutes les religions. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais par contre, le Dalai Lama est très très féministe. Justement. Parce qu'il dit au contraire aux femmes, prenez le pouvoir. Dans son livre, c'est la chance. Si on veut sauver le monde, il faut que les femmes prennent le pouvoir. Et dans ces 7 ou 8 expéditions là que tu as fait au Népal, sur 22 ans,
Et quel regard sur la culture tu portes maintenant, au-delà du ils sont très souriants Ils restent comme ça. C'est un bonheur d'aller là-bas. Mais vraiment, c'est un bonheur. Quand on est dans les campagnes, ils sont joueurs, ils sont toujours prêts à rire. Même quand ils sont d'une grande pauvreté, je me rappelle, lors du dernier trek que j'ai fait, il y avait une équipe de porteurs qui était géniale. Et à la fin, donc, on a dansé. Et moi, je posais toujours une petite question aux gens. Par rapport à mes 60 ans, je posais une question aux gens. Je voulais faire un petit film. C'est quoi le bonheur? Et donc, je leur ai demandé, c'est quoi le bonheur? Ils ont tous répondu, en éclatant de rire, c'est ici et maintenant. Voilà. Et je pense que leur façon de vivre. Et ils rient, ils portent, ils s'arrêtent, ils rigolent. Je me rappelle une des femmes qui creusait un trou énorme. Donc elles sortaient avec leur sac à dos, leur panier en osier, des kilos de terre et de cailloux avec une petite échelle, et elles piquaient des fous rires, mais parce que c'était dur et ça les faisait rire. Et bon, ça reste, ça c'est leur nature, ils sont comme ça, c'est une culture, c'est une façon. Il y a des gens qui sont plus taciturnes, les Tibétains par exemple sont pas du tout comme ça. Quand je suis allée au Tibet, j'ai pas du tout cette vision, ils sont beaucoup plus sérieux, noirs, moins joueurs. Voilà, donc c'est quand même, il y a des pays où on y va, on trouve certaines façons de vivre, et donc ça reste. J'ai l'impression que le Népal est de moins en moins protégé. Et par exemple, quand on va à Tamel, maintenant, il y a une boîte de nuit, on dit que c'est la plus grosse de l'Asie. Donc, il y a une culture, on voit des filles dans les bars qui dansent sur des podiums, ce qu'on voyait pas du tout. Il y a 20 ans, quand j'y suis allée, on voyait pas ça du tout. C'était de la musique pour les étrangers. On sent que ça se modernise dans le mauvais sens du terme. Voilà. Et donc, c'est vrai on va dans Katmandou, maintenant, on trouve des bars très, très américains, très lounge bars, etc. Ça change beaucoup. Mais dans les campagnes, ça reste quand même, ça bouge pas beaucoup. Oui, puis la pauvreté est quand même extrême. Ah oui, oui, quand on va... moi, j'aime beaucoup aller vers Népalgun, dans le Terai. C'est le sud, c'est vers l'Inde. C'est très, très, très beau. C'est aussi... c'est des endroits magnifiques, des maisons en terre. Et là, c'est extrêmement... enfin, ils sont vraiment pas du tout dans une culture moderne. Les femmes sont encore vraiment très soumises. Dans les campagnes, les femmes travaillent au champ. Et les hommes font des activités de commerce, etc., diverses, mais parfois aussi travaillent au champ. Hein. Ils s'occupent des animaux aussi beaucoup, et les femmes s'occupent moins des animaux. Et par contre, en ville, les femmes travaillent peu, celles qui sont un peu aisées, parce qu'en fait, elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles. Donc du coup, c'est assez drôle, ça. Oui, elles peuvent jamais sortir toutes seules. Voilà, et travailler, c'est pas très... y en a qui travaillent, bien sûr, mais ça dépend des ethnies, ça dépend... Et en fait, une femme, dès qu'elle se marie, normalement, arrête de travailler. Toujours en ville. Donc ça change pas. Il y a un copain népalais qui travaille et qui habite à Grenoble, qui a participé d'ailleurs à la traduction de certains passages. Et ben il me dit sa sœur, il est désolé, sa sœur a fait des hautes études, elle est rentrée au Népal, elle travaille plus. D'accord. Donc c'est pas gagné quoi. Non. Ouais. Mais ouais, c'est une tradition. La femme doit s'occuper des enfants, du foyer, de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est très culturel et pour changer, je sais pas, ça change pas beaucoup ça. D'accord. Comment a été reçu le film, ton travail là, justement sur les femmes et l'émancipation en montagne au Népal? Au Népal, alors j'étais très déçue parce qu'il y a un grand festival à Katmandou de films de montagne, ils l'ont pas retenu. Alors que il y avait Doma qui était journaliste, qui le présentait, etc. Je sais pas si c'est le fait de parler des règles, je sais pas si c'est le fait de parler des femmes comme ça. En tout cas, ils l'ont pas retenu. Donc j'avais fait exprès de le faire traduire en anglais parce que j'aurais beaucoup aimé aller là-bas et qu'il soit projeté là-bas. C'était vraiment l'objectif et donc je l'ai pas atteint. Par contre, elles sont très fières d'avoir le livre. Elles ont le film, elles peuvent passer des extraits. Donc elles l'ont très très bien vécu le film. Elles sont ravies. D'accord. Ah oui, ça c'est. Ça met pas en danger ou ah qu'il non. y a toujours ça un peu dans le non, parce que on se pose la question. là elles sont pas en danger. Ces femmes qui sont là-bas, elles sont pas en danger. Ah, sauf peut-être Doma qui est partie, mais. Ouais. D'accord. Voilà. Je sais pas, ça retournera au Népal d'ailleurs, je sais pas. Mais il faudrait que je lui demande. Est-ce qu'elle compte retourner au Népal? Je vais lui demander, tiens. Quel est le potentiel, toi, que tu vois de l'émancipation des femmes au Népal grâce à la montagne? Alors, j'étais déçue aussi parce que ce qu'elles disent, en fait, aujourd'hui, toutes celles qui sont avant-gardistes, qui font de la montagne, qui sont devenues guides, qui ont fait un métier, elles pensaient que ça allait créer un mouvement plus important. Mais les femmes, il y a très peu de femmes qui cherchent à être alpinistes. Elles cherchent à être plutôt guides, accompagnatrices moyenne montagne, mais pas alpinistes. Par contre, ça libère un peu le corps. C'est-à-dire que les femmes font plus de sport,
Alors qu'avant, c'était impensable. Une femme qui allait dans une salle de sport, elles font de l'escalade, elles vont courir, elles vont avoir une culture de leur corps qui va changer, un regard sur leur corps qui va changer. D'accord. Ça, je pense, c'est important. Et puis, puis après, oui, ça participe. Mais il y a beaucoup de moyens d'émanciper les femmes. Elles sont pas, il n'y a pas que dans le domaine de la montagne qu'elles s'émancipent. Donc, ça participe à un mouvement général. Notamment le théâtre action, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'était super d'avoir. Oui, puis elles vont beaucoup aussi dans les villages faire des conférences, elles sont invitées à des cérémonies, et ça participe aussi beaucoup. C'est comme, je dis, quand nous, il y a eu des équipes de femmes au foot, ça permet à des femmes plus facilement de se dire, tiens, je vais faire aussi moi du foot. Voilà, plus il y en a, plus il y en a. Oui. Kamala Harris a dit, moi, maintenant, j'étais vice-présidente, je suis la première, mais je serai pas la dernière. Oui. Voilà. Donc, parce que ça donne du coup l'idée, c'est celle qui soulève le couvert de verre, quoi. Dès qu'il y en a une qui fait quelque chose, ça, même si c'est pas une ruée, c'est une porte ouverte. En tout cas, ça facilite l'émancipation et la pratique de la montagne pour les femmes. Superbe. Eh bien, merci beaucoup Anne d'avoir été dans le camp de base aujourd'hui. Merci de m'avoir donné la parole aussi longtemps. Le camp de base avec Anne Benoît Janin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode et surtout, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer l'épisode à vos proches ou bien à me soutenir pour le prix d'un café par mois sur la plateforme Patreon. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite dans le camp de base. Rencontre au sommet.